Eh bien voilà, il est 12h30. Je vous propose de commencer. Bonjour à tous, bonjour Jérôme. Bienvenue pour ce premier rendez-vous de 2022 et bonne année, bonne santé et nos meilleurs voeux à toutes vos familles. Nous continuons comme l'année dernière de nous adapter évidemment aux circonstances et repasserons en mode hybride présentiel webinaire dès que ce sera possible. Pour ce premier rendez-vous, donc en mode webinaire de 2022, de janvier 2022, nous sommes très heureux d'accueillir Jérôme van der Bruggen, qui est, comme vous le savez, le responsable de notre stratégie d'investissement. Pour ma part, Marc Compère, attaché au private banking du Brabant Wallon, je me ferai l'honneur de vous servir de modérateur et de rassembler vos questions que je poserai à Jérôme à la fin de son exposé. Alors Jérôme, début 2022, rock'n'roll sur les marchés, annoncé, mais nous le vivons actuellement. Alors les sujets qui fâchent ou qui inquiètent en tout cas sont connus. Inflation plus importante, plus structurelle, des prix d'énergie qui explosent, des taux qui jouent des tours aux valeurs technologiques. Et malgré ça, on reste attaché à des up and downs, comme on dit. Et donc on se trouve dans un environnement exceptionnel suite à une crise exceptionnelle. Et donc, cher Jérôme, nous avons évidemment besoin de ta grille de lecture pour cadrer nos raisonnements dans cet environnement nouveau et qui reste exceptionnel. Je te cède la parole. Merci Marc, tu m'entends? Tout à fait. Bien, bienvenue à vous tous. Merci d'être connectés pour cette discussion sur oui, comment mettre en place une politique de gestion dans le contexte qu'on connaît. Je vais tenter aujourd'hui d'aborder notre conversation avec sous quatre angles. D'abord, je vais prendre un petit peu de temps pour prendre un peu de hauteur et contextualiser l'environnement dans lequel on est. Je vous donnerai en partie des points de vue personnels, mais qui reflètent aussi les points de vue des personnes qui sont autour de la table lorsqu'on doit prendre des décisions. Bruno Coleman, Hans Bevers, Jean-Marc Turin, nous sommes des comités d'investissement qui prenons des décisions ensemble. Je pense que ça vaut la peine de recontextualiser les décisions qu'on a prises et, comme je le disais, prendre un peu de hauteur. Et puis, je vais parler du sujet qui fâche pour l'instant, qui est l'inflation, qui est venu quelque peu perturber certaines vues tout à fait claires, certains consensus, et je pense que ça vaut la peine de s'attarder à cette affaire-là. Ensuite, je vous parlerai du cycle économique, toujours aussi une chose à avoir en tête. Nous sommes encore dans des économies qui subissent des relances et puis des ralentissements, mais même si je pense aussi fondamentalement que les relances et les ralentissements économiques seront moins forts dans le futur qu'ils n'ont été dans le passé, en tout cas pour un horizon d'environnement de 5 à 10 ans. Je pense que les récessions que nous allons connaître seront beaucoup moins fortes que les récessions qu'on a connues précédemment, et je crois aussi que les phases d'accélération de l'économie seront peut-être moins fortes. On va vers une tendance structurelle peut-être un petit peu plus élevée que ce qu'on a eu dans le passé, mais peut-être avec moins de puissance du cycle économique. Ceci dit, le cycle existe, donc il va falloir en parler. Et puis, je vous parlerai de notre gestion. Donc voilà, 4 parties. J'espère qu'ils seront chacune de 8 minutes pour avoir, disons, un exposé qui dure un peu plus d'une demi-heure. OK. Vous le savez, en tout cas, vous l'avez déjà entendu dans certaines de mes présentations. Ce que nous connaissons aujourd'hui est un environnement de gouvernance financière qui a profondément été transformé par la pandémie. Ça ne veut pas dire que cette gouvernance ne se dessinait pas depuis de nombreuses années. Cela veut dire que la pandémie l'a acté, l'a confirmé. Et cet environnement est un environnement où politique fiscale et politique monétaire se combinent pour donner lieu à une gestion de nos économies par nos dirigeants plus efficace. Il me semble que l'endettement qu'avaient atteint ou qu'ont atteint nos économies était devenu intolérable pour
nos dirigeants et que, afin de gagner un peu de marge de manœuvre dans la gestion de crise économique, il a fallu passer par cette combinaison de politique monétaire et fiscale. Il y a de bonnes raisons à cette, je dirais, nouvelle gouvernance financière. Pensez par exemple aux possibilités qu'une telle gouvernance donne pour organiser mieux la transition énergétique. Pensez aussi aux possibilités qu'une telle gouvernance donne pour organiser mieux le renouvellement de nos infrastructures, notamment aux États-Unis. Pensez aux possibilités que cette nouvelle gouvernance donne pour aller plus vite dans la digitalisation de nos économies. Tout ceci avait besoin, il semble, d'investissement, de perspectives à long terme, de confiance pour recréer un environnement d'investissement et c'est rendu possible par cette nouvelle gouvernance. Alors bien sûr, il y aura des hauts et des bas dans cette nouvelle manière de gérer. Je ne pense pas du tout qu'il faille penser que nous sommes dans une situation où l'argent facile va durer éternellement. Il est important d'être modéré dans ce constat. Cependant, ce que le transparent que je vous montre maintenant illustre, c'est la puissance de feu qu'on peut dégager lorsque des besoins se font sentir. Je pense que certains d'entre vous seront déjà familiers avec ce graphe qui ne date pas d'hier, qui date de novembre 2020, et qui, par l'Institut Bruegel, qui est un institut tout à fait respectable, indépendant et intelligent, qui a rassemblé l'ensemble des mesures qui ont été prises en 2020 pour faire face à la pandémie, sous trois catégories. Il y a eu d'abord les impacts ou les stimuli fiscaux purs. Il y a eu les retards de paiement accordés alors qu'ils étaient dus. Et il y a eu des garanties de liquidité, notamment accordées aux banques. Et pour la Belgique, par exemple, nous sommes pas loin des 30% du produit intérieur brut mis en œuvre pour permettre aux économies de faire face aux mesures qui étaient prises pour endiguer l'impact de la pandémie sur la santé des citoyens et sur les hôpitaux. 30% du produit intérieur brut, ça aurait été inimaginable vu l'endettement de nos économies si nous n'avions pas derrière la Banque centrale européenne qui garantissait la crédibilité de ces mesures, qui garantissait le crédit de nos États. Et alors, bien sûr, une fois qu'on a garanti, on n'a pas eu besoin de déployer ces 30%, mais il fallait le rendre crédible afin de rendre le quoi qu'il en coûte, exprimé par Emmanuel Macron au soir du 6 mars, pour rendre crédible le quoi qu'il en coûte. Bien sûr, l'Europe n'a pas été la seule. Vous voyez que les États-Unis ont déployé aussi d'importants moyens, peut-être inférieurs que ceux que les Européens ont déployés. Ceci dit, ce qu'on a eu aux États-Unis, c'est une suite à cette affaire, et je suis absolument désolé pour l'anglais de ce graphe, mais je voulais quand même le montrer. Vous savez qu'aux États-Unis a été voté en novembre de l'année dernière le fameux plan d'infrastructure qui avait été promis par les républicains il y a 5 ans et qui a enfin été voté dans les deux chambres du Congrès, qui est un plan gigantesque de 1 000 milliards de dollars, dont 550 seront mis en œuvre dans les 5 prochaines années. 550, c'est la moitié de 1 000 milliards, donc certaines personnes disent qu'il n'a pas été aussi important, ce plan d'infrastructure, que ce qu'on pensait, mais il a quand même permis d'augmenter les dépenses qui sont faites pour l'infrastructure de 0,8% du produit intérieur brut à 1,3%. Et si on prend en compte ce que le secteur privé va pouvoir mettre en œuvre à la suite de ce que le gouvernement américain va mettre en œuvre, on peut arriver à des multiples d'impact sur le produit intérieur brut américain bien supérieurs à le 0,1% estimé pour l'instant. Et donc, ce qui est important lorsqu'on met en œuvre ces plans comme ça, et quand on le fait à l'américaine, c'est que
ça permet de donner confiance, donc bien sûr à l'économie en général, mais aux entreprises pour recommencer à investir. Et dans le cadre des trois sujets dont je parlais, donc transition énergétique, infrastructure et digitalisation, le fait que ces plans sont là donne confiance aux entreprises pour recommencer à démarrer. Donc ça, c'est, je dirais, pour le cadre principal et le changement de gouvernance. Je peux passer maintenant au deuxième volet. Bien sûr, lorsqu'on a mis en œuvre ces plans, on a brisé un tabou. On ne faisait pas ça à l'époque de nos parents ou de nos grands-parents. Les banques centrales et les gouvernements étaient complètement indépendants. Aujourd'hui, comme on le voit et comme on l'observe, ils travaillent de concert. Et la raison pour laquelle il y avait un tabou, c'était bien sûr la possibilité que ce type de combinaison donne lieu à de l'inflation. Et il se fait que concomitamment à la reprise que nous observons, l'inflation est en train de repointer le bout de son nez. Depuis le mois de mai, elle est au-dessus des 5%. Et au début, beaucoup de gens ne s'en sont pas inquiétés. Il se fait que depuis le mois de novembre de cette année, les marchés ont commencé à s'inquiéter de cette situation, et en particulier parce que la Banque centrale américaine a commencé à s'en inquiéter. Le mois de novembre 2021 a été l'événement important pour les marchés, c'était le renouvellement du mandat de M. Biden à la Banque centrale américaine, et tout le monde savait que M. Biden avait pour objectif de combattre cette inflation. Je pense que M. Powell, excusez-moi, le renouvellement de M. Powell comme gouverneur, comme responsable des gouverneurs de la Banque centrale américaine, et on sait que M. Powell avait pour intention de combattre l'inflation. M. Biden, donc le président des États-Unis, a hésité à renouveler le mandat de M. Powell. Il y avait une des ailes de son parti qui voulait mettre quelqu'un d'autre, et finalement, l'inflation devenant petit à petit un problème politique aux États-Unis, M. Biden a opté pour le sage choix de M. Powell, qui immédiatement a commencé à expliquer au marché qu'il allait tenter de combattre l'inflation avec notamment une mise en œuvre, une politique monétaire petit à petit restrictive. Okay. Alors, on voit que les salaires sont en train d'augmenter aux États-Unis, ce qui pour l'instant est en train d'accélérer, je dirais, la reprise de l'inflation. Je vous montre sur ce graphe que les salaires sont surtout en train d'augmenter dans les emplois historiquement les moins bien rémunérés, et en particulier dans tout ce qui est restauration, hôtelier, transport, éducation, qui sont des secteurs qui étaient extrêmement en arrière par rapport à la moyenne salariale du pays. Et donc, c'est en fait une assez bonne chose que les salaires soient en train d'augmenter maintenant. Je pense aussi que nous avons plusieurs raisons de penser que, une fois cet impact de l'inflation, notamment sur les salaires et sur certaines matières premières réalisées, l'inflation devrait se calmer. Et je vais vous donner plusieurs raisons qui selon nous, peuvent expliquer cela. La première raison, qui n'est pas illustrée par le graphe que je vous montre, est une raison de mécanique de calcul de l'inflation. Une des grandes composantes de l'inflation, ce sont tout ce qui est matières premières et énergie. Aux États-Unis, ça a été responsable de probablement la moitié à 60% de l'augmentation des prix. Et selon nous, l'augmentation du prix des matières premières devrait se calmer. On a eu quasi un doublement, parfois un triplement, quand on regarde le prix du gaz en Europe. Ici, je parle des États-Unis, mais enfin, aux États-Unis, quelque chose de similaire est en train d'avoir lieu, parfois même un multiple d'augmentation des prix. Et ça a eu donc du prix du gaz et de l'énergie, et ça a bien sûr eu un impact sur l'inflation. Nous ne sommes pas d'avis que le prix de l'énergie va continuer à augmenter avec une telle puissance et une telle
force dans le monde. Il y a certaines forces, notamment géopolitiques, qui pèsent encore sur l'énergie. Et c'est pour ça qu'on est pour l'instant un peu dans une situation de tension qui n'est pas tout à fait étrangère aux tensions qu'on observe sur les marchés financiers pour l'instant. Mais cette tension, selon nous, n'a pas vraiment de raison de persister, de perdurer, et devrait même commencer à s'alléger. Et pour toute une série de matières premières, on observe déjà que nous avons une stabilisation, voire un revirement. Donc ça, c'est la première chose. La puissance de l'augmentation des prix des matières premières devrait arrêter, ce qui aura un impact sur l'inflation. Vous savez aussi que l'inflation, au départ, est venue de pénuries. D'ailleurs, l'année dernière, on a commencé à parler de pénuries avant de parler d'inflation. Ces pénuries sur certains composants très particuliers, très utiles, très importants dans nos chaînes de production sont, notamment donc sur les semi-conducteurs, les composantes électroniques, les puces, comme on dit, sont en train de s'alléger. Vous savez où sont fabriqués la plupart des semi-conducteurs? À Taïwan. À Taïwan, si vous observez bien le graphe que je montre à cet écran, on observe un certain essoufflement des indicateurs avancés de production industrielle. Les tensions, les pénuries, les chaînes de production sont en train de s'alléger et selon nous, les pénuries de semi-conducteurs devraient arriver à leur maximum pour l'instant, donc au premier trimestre, peut-être le second, mais pas beaucoup plus que ça. Et donc ce sera un autre impact qui va venir freiner l'inflation. La troisième raison pour laquelle l'inflation devrait probablement atteindre un pic maintenant et pour laquelle nous pensons que les taux d'inflation cette année seront inférieurs aux taux d'inflation que nous avons connus l'année dernière, c'est que, bien sûr, M. Powell est en train de freiner l'économie américaine. Alors ça posera peut-être d'autres problèmes par après, mais pour l'instant, son objectif est de freiner et donc il est en train d'augmenter les taux d'intérêt. Et puis enfin, nous pensons que les plans d'infrastructure et de transition énergétique qui sont en train d'être mis en place aujourd'hui par les gouvernements et qui donnent lieu à une reprise très forte de l'investissement, qui redonne confiance aux entreprises pour investir, que ces plans donneront lieu à une amélioration de la productivité. Parce que, comme vous le savez, la productivité n'a pas vraiment augmenté depuis de nombreuses années et qu'une des raisons pour laquelle nos dirigeants ont voulu mettre en place ces plans, c'est pour permettre à cette productivité, pour permettre à l'investissement de passer un nouveau cap au niveau de la productivité. Et si la productivité s'améliore, eh bien, l'impact sur l'inflation se va ressentir. Et c'est pour ça que nous avons dans nos perspectives d'inflation des attentes qui sont relativement modérées. Vous voyez ici tout à fait en bas à droite nos attentes d'inflation pour les États-Unis, par exemple, pour 2021, 22, 23, 24. Donc l'année dernière aux États-Unis, nous avons eu un taux d'inflation, nous avons eu un indice des prix à la consommation qui a augmenté de 4,7%. Cette année, nous aurons toujours une augmentation des prix à la consommation, mais plus modérée, un peu plus modérée à 4,4%, et puis nous passerons à 2,6 et puis 2,2. Et en Europe, on a peut-être une légère accélération cette année. L'Europe a un retard, comme vous savez, dans le cycle, mais nous retournons sous les 2% à partir de 2023. Et quand on regarde l'inflation, je dirais au niveau historique, ce qu'elle atteint comme niveau aujourd'hui dans les pays de l'OCDE, eh bien, on voit que nous sommes très loin, pour l'instant, des taux d'inflation des années 70. Et pour ceux qui étaient à la présentation hier, Bruno Collmann a donné d'excellentes raisons pour dire les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas dans une situation comme nous étions dans les années 70. Et donc, oui, cette inflation est un vrai sujet de conversation. Elle vient quelque part contrecarrer je dirais, la reprise que nous avions maintenant, avec, oui, une mise en œuvre d'un frein par la Banque centrale américaine, mais les tensions inflationnistes devraient s'alléger, d'après nous, dans le courant de l'année. Alors maintenant, je vais passer à la troisième partie de la présentation que je voulais donner aujourd'hui pour vous parler du cycle économique. On a connu l'année dernière, bon, enfin, d'abord, commençons par 2020, une baisse du taux d'activité, je pense sans précédent, comme le montre ce graphe, et puis une reprise aussi très très forte en 2021, avec des taux de croissance de l'économie réelle qu'on avait pu observer depuis longtemps. On voit clairement que ces taux de croissance, mais bien sûr, ne sont pas soutenables et ont baissé. Ceci dit, lorsqu'on observe les indicateurs avancés
que les instituts statistiques mettent à notre disposition, eh bien, on voit que la croissance du produit intérieur brut devra rester assez forte dans les années à venir. Et nous pensons que cette croissance va continuer à perdurer et à rester en fait au-dessus des taux de croissance qu'on a pu observer, je dirais, avant la pandémie. Je vous ai parlé de changement de gouvernance financière, je vous ai parlé d'une des raisons pour laquelle elle a été mise en œuvre pour permettre à des plans d'investissement d'être réalisés. On sait que depuis finalement 2008, l'investissement des entreprises a été un peu faiblard parce que les entreprises ont vraiment eu très très peur en 2008. Elles ont eu tellement peur qu'à chaque fois qu'il y avait une reprise économique, elles se sont dit, ça ne va pas durer, regardez, en Europe, on va avoir une crise grecque qui donnera lieu à, je dirais, une peur systémique qui fera que les gouvernements seront incapables de la gérer et donc ont hésité à investir. Et donc, il se fait que maintenant, avec les plans qui sont mis en œuvre, petit à petit, la confiance est en train de retourner vers les entreprises. Alors certes, elles avaient déjà commencé à investir, mais ce qui est probable, c'est que leur propension à investir, leur envie d'investir, la confiance dans l'investissement ne va pas disparaître tout à fait, entre autres parce que grâce à ces plans d'infrastructure et ces plans de relance, eh bien, ils auront beaucoup d'incitants pour le faire, ces entreprises. Et quand l'investissement est là, quand il est réalisé par les entreprises, eh bien, ça vient aider les taux de croissance de l'économie. Donc ça, je pense que c'est une des raisons très importantes pour laquelle la croissance peut rester, la croissance structurelle peut rester au-dessus du taux de croissance qu'on a observé ces dernières années, ou en tout cas pendant la période entre 2008, disons, et 2020. La deuxième chose, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'un des effets des plans de relance, et notamment aux États-Unis, a été de permettre aux ménages américains d'accumuler de gigantesques montants d'épargne. On parle de 2500 milliards d'épargne excédentaire accumulée à l'occasion des, des stimulus, comme on les appelle aux États-Unis, stimmies, c'est le petit mot qui est donné par les Américains au stimulus, et qui a permis aux Américains d'accumuler énormément d'épargne. Cette épargne est là, elle est disponible et pourrait mener le consommateur américain à continuer à consommer, même si on a un ralentissement économique. Il lui donne un coussin qui lui permet de garder, je dirais, ses habitudes de consommation, même si on a un ralentissement économique. Alors, c'est vrai que pour l'instant, la confiance du consommateur américain est assez faible, notamment parce que l'inflation a augmenté. Mais il y a aussi un marché de l'emploi qui est très fort, et il y a aussi ce coussin de sécurité qui aura pour conséquence, d'après nous, que cette confiance devrait retourner et continuer à stimuler la consommation américaine. C'est absolument essentiel que la consommation américaine continue de fonctionner parce que vous savez que c'est l'endroit où l'économie mondiale retire toute son activité et toute sa traction. Et donc, un consommateur américain, j'allais dire, en bonne santé et qui a confiance pour continuer à consommer, c'est un facteur important pour permettre de projeter une reprise économique forte. Et donc, la combinaison de ces deux facteurs, une consommation américaine qui continue d'être solide parce que cette accumulation d'épargne permet aux consommateurs d'être engagés dans l'économie et la reprise de confiance des entreprises dans l'investissement devrait pour nous faire perdurer la croissance économique que nous observons pour l'instant. Vous savez aussi que beaucoup de gens disent que la consommation américaine a des chances de complètement disparaître parce qu'il n'y a plus de stimulus. Je ne pense pas que ce soit une observation qui ait des chances de se réaliser. Le consommateur américain a aussi utilisé beaucoup des stimulus qu'il a reçus. Il y a parfois une caricature de cet argent facile qui a été donné aux consommateurs américains et qui a été dépensé pour n'importe quoi, pour s'acheter je sais pas moi, des chaussures Nike ou des montres. Enfin, si vous
regardez les réseaux sociaux, j'ai l'occasion de le faire avec mes enfants, il y a des raps là-dessus, c'est un sujet qui est absolument intéressant, mais la réalité est que la plupart des Américains ont été assez ont été très raisonnables et notamment le taux d'entêtement du consommateur et enfin de la population américaine a baissé pendant la pandémie. Donc beaucoup de gens ont utilisé cet argent. Hein, on parle de 8 500 $ qui a été octroyé à chaque habitant aux États-Unis. Beaucoup de cet argent a été utilisé pour rembourser des crédits et donc il n'y a pas de raison de penser que la consommation va s'arrêter. Je vous ai montré tout à l'heure l'endroit où les augmentations salariales ont lieu, ce sont dans les jobs qui étaient les moins bien rémunérés. On sait que lorsque les jobs les moins bien rémunérés ont des salaires qui augmentent, et vous avez vu les augmentations de salaire dont on parle, ce sont parfois 10%, parfois 15% de grosses augmentations de salaire. On sait que ces gens-là ont une propension à consommer bien plus élevée que les niveaux de salaire beaucoup plus élevés qui, lorsque eux augmentent, s'accumulent en épargne et ne sont pas dépensés. Donc, on parle ici de réelle, je dirais, de puissance de feu pour alimenter la consommation américaine. Et donc, lorsqu'on observe le cycle économique, ce qu'on voit, c'est que eh bien, il y a de bonnes raisons de penser que l'activité devrait rester assez forte. Et puis, on a eu, vous le savez, en Chine, quelques inquiétudes à propos de la croissance chinoise, notamment à cause des problèmes qu'ils ont sur le marché immobilier. Je pense que c'est des problèmes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Je pense que euh, les la possibilité qu'on ait une crise systémique comme nous l'avons eu aux États-Unis au moment de Lehman Brothers, je ne pense pas qu'elle soit adéquate, même si les montants en jeu sont similaires. La gestion de la crise chinoise est tout à fait différente. Les Chinois ont les moyens de gérer cette crise. Simplement, ça va avoir un effet sur la croissance, mais on voit que petit à petit, l'activité chinoise est en train de se stabiliser. Je vous invite à regarder cette ligne vert foncé qui est en fait les montants que les autorités remettent en jeu dans l'économie pour tenter de la restimuler. Ils ont énormément baissé, disons, entre 2020 et le début de cette année, et les autorités chinoises sont en train donc de réinjecter des liquidités. J'ai parfois tendance à dire que notre manière de gérer la crise, coopération entre politique monétaire et politique fiscale, les Chinois ils font ça depuis longtemps. Et là, on voit qu'ils ont vraiment l'intention en tout cas, stabiliser leur activité. Et donc, l'impact négatif que l'activité chinoise a pu avoir sur toute une série de secteurs d'activité dans le monde va s'alléger et donc permettre aussi une continuation de la reprise. Donc, vous voyez qu'au niveau du cycle économique, nous sommes plutôt dans une tendance où on a, je pense, une croissance qui devrait continuer d'être assez forte. Il va falloir observer la façon dont, ou l'impact que va avoir cette hausse de taux aux États-Unis sur le cycle économique. Je pense que c'est une chose, il va falloir que nous soyons attentifs. Mais tout ce que nous voyons pour l'instant continue de nous donner confiance sur la force de la reprise économique qui a lieu pour l'instant. Alors, nous arrivons maintenant à l'impact de ces choses sur la gestion. Pour nous, trois choses sont importantes. C'est la croissance des bénéfices, le niveau des taux d'intérêt et puis aussi le coût la croissance à long terme. La croissance immédiate des entreprises reste solide. Vous voyez que la reprise des bénéficiaires ne donne pas de signe d'essoufflement. Peut-être qu'elle va avoir une courbe qui sera un peu moins forte que ce qu'on observe notamment aux États-Unis, où cette ligne noire a vraiment une croissance quasi exponentielle. On voit qu'elle va prendre une autre tournure, mais elle ne montre pas de vrais signes d'essoufflement. Et donc, les bénéfices à court terme vont continuer d'augmenter. L'année dernière, on a vu une croissance des bénéfices dans le monde de 50%, donc une croissance exceptionnelle, qui était un effet de rattrapage par rapport à la baisse de 20% des bénéfices qu'on avait vu
en 2020. Cette année, nous tablons sur une croissance des bénéfices tout à fait raisonnable, entre 5 et 10%. Donc la croissance des bénéfices à court terme reste bonne. Et puis, nous avons cette croissance structurelle des bénéfices des entreprises qui devrait continuer à être forte. Ce transparent résume en une phrase en anglais, excusez-moi, ce qu'est la 4e révolution industrielle et qui est rendue possible aussi par ces plans d'investissement et d'infrastructures en Europe et aux États-Unis. Il s'agit de produire en masse des produits personnalisés. Et ça n'est possible qu'avec la digitalisation. Et cette 4e révolution industrielle, comme il a bien fallu lui donner un nom, cette 4e révolution industrielle devrait permettre à nos économies de regagner en productivité et d'augmenter de 1 ou 2%, je dirais, la croissance structurelle à long terme. Et donc ça, c'est une bonne chose pour les marchés financiers. Les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Je vous ai parlé de cette augmentation des taux d'intérêt aux États-Unis. On prévoit, ou le marché prévoit déjà encore dans les cours aujourd'hui, 4 augmentations des taux d'intérêt. Donc le taux directeur américain qui est à 0 aujourd'hui devrait augmenter donc de 25 points de base. Une réunion des gouverneurs sur 2, avec une première augmentation au mois de mars. Et donc arriver, si on dit 4, à 1%. Ça, c'est donc les nouveaux des taux d'intérêt aux États-Unis. Ceci dit, à 1%, ce n'est pas un niveau qui va freiner suffisamment l'économie américaine. Donc, je vous ai donné les raisons structurelles pour lesquelles la croissance va rester forte, consommation, investissement, et puis aussi stabilisation de l'économie chinoise. On va avoir aussi au niveau de la politique, au niveau des conditions financières, une certaine souplesse qui va demeurer. Et je vous invite à regarder les taux d'intérêt réels en Europe qui sont à moins 2% et qui n'ont pas vraiment bougé même depuis le moment où les marchés se sont inquiétés du changement de politique monétaire aux États-Unis. Aux États-Unis, on n'est plus à moins 1% sur les taux réels, c'est la ligne verte ici, on est passé à moins 0,5 ou moins 0,6. Ça reste, c'est une indication, taux d'intérêt réel négatif, reste une indication de conditions financières extrêmement souples. Donc, malgré ce frein qui va être mené par la politique monétaire américaine, conditions qui restent très souples et qui vont permettre aux primes de risque qui sont toujours relativement élevées. On a eu des primes de risque proches de zéro et négatives dans notre histoire. On a toujours une prime de risque sur le marché des actions qui est élevée. Si les conditions financières restent souples, la prime de risque peut continuer à baisser. Et lorsque la prime de risque baisse, eh bien, les marchés montent. Et donc, nous avons de bonnes raisons de rester investis. Alors, quel est l'impact sur notre politique d'investissement ? Eh bien, bonne année de croissance bénéficiaire, prime de risque raisonnable sur les actions. Nous pensons que cette année devrait être encore une bonne année pour la bourse et donc nous sommes, comme on dit dans notre jargon, surpondérés en actions. Il y a un changement de cap sur la politique monétaire, surtout aux États-Unis, pas en Europe. Ça va donner lieu à de la volatilité. Nous pensons que donc il faut toujours investir en actions de façon prudente et rester très diversifié. Et donc ça veut dire chercher quelque part des actifs financiers qui viendront vous protéger lors de chocs boursiers qui font toujours partie des paysages de l'investissement. Nous allons chercher surtout notre diversification aujourd'hui sur les devises, en particulier le dollar, le yen, le franc suisse et la couronne norvégienne, qui sont des devises dans lesquelles on trouve de la diversification. Nous n'allons pas chercher, si jamais il y aura une question qui est en train d'être écrite pour l'instant, de diversification dans le Bitcoin. Nos portefeuilles ne sont pas investis dans les crypto-monnaies, mais nous cherchons des actifs diversifiants que nous comprenons, que nous connaissons, sur lesquels il y a de longues historiques de corrélation. Un actif financier et diversifiant s'il est décorrélé par rapport au mouvement des actions. Voilà où nous allons chercher cette décorrélation, un peu dans les obligations, quand on en trouve des obligations décorrélées, dans les devises, telles que je l'ai dit. Nous sommes en attente d'un vrai plan de relance en Chine. Pourquoi nous sommes neutres dans les marchés émergents? La Chine n'a pas été un bon marché l'année dernière. Il est peut-être un petit peu trop tôt pour y retourner en masse. Nous, ce que nous voudrions voir, je vous ai dit que l'activité est en train de se stabiliser. Je vous ai montré un graphe vous montrant que les autorités chinoises sont petit à petit en train de réinjecter des liquidités. Pour l'instant, nous ne pensons pas qu'ils vont le faire de façon massive.
parce que historiquement, lorsqu'ils l'ont fait de façon massive, ils l'ont opéré, cette relance dans le secteur immobilier. Pourquoi? Parce que c'est une manière très pratique de relancer l'emploi, puisque la promotion immobilière crée de l'emploi. Ils ne peuvent plus opérer ce type de relance par le secteur immobilier, ou beaucoup moins qu'avant, à cause de la possibilité de bulle immobilière. S'il y a bulle immobilière, elle risque d'exploser, comme c'est un petit peu le cas sur Evergrande en Chine. Où les Chinois vont-ils opérer ce plan de relance? Je pense que c'est une question ouverte. Je n'ai pas la réponse. Va-t-on trouver un autre secteur? Je pense qu'ils vont le trouver peut-être dans l'innovation technologique, qui vont permettre à la Chine d'opérer un grand plan de relance. Et lorsque nous l'observons, lorsque nous l'aurons compris, alors bien sûr, nous tenterons de l'anticiper si nous en avons les moyens. Alors, il sera temps de revenir en masse sur les marchés émergents. Bien sûr, on en a. Vous verrez le portefeuille dans une seconde. Et puis, je pense qu'il est important de comprendre qu'une autre manière de se prémunir de l'augmentation des taux d'intérêt, que la diversification que j'explique au point 2, c'est de complémenter son portefeuille d'entreprises cycliques. Nos portefeuilles, vous le savez, depuis 2020, sont très fort orientés sur les États-Unis, dans les valeurs de croissance, comme les GAFAM. Nous avons l'année dernière, pour nous prémunir d'une augmentation des taux d'intérêt résultant de l'inflation, nous avons aussi investi dans des entreprises cycliques, notamment en Europe. On a augmenté le poids de l'Europe en juin l'année dernière. C'est une des mesures qui ont été prises dans les portefeuilles pour nous prémunir de l'augmentation des taux d'intérêt. Peut-être que je peux les répéter, les mesures qu'on a prises pour nous prémunir de cette augmentation des taux d'intérêt. Nous avons augmenté le dollar l'année dernière, on a fait ça au mois d'avril. Nous avons augmenté les entreprises cycliques, et en particulier, nous sommes passés surpondérés en Europe au mois de juin. Et puis au mois d'octobre, on avait pris un peu de profit, puisqu'on avait derrière nous une très forte reprise des portefeuilles. Et donc voilà 3 mesures qui ont été prises et qui nous permettent d'appréhender ces tensions sur les marchés avec une certaine sérénité. Mais donc voilà, aujourd'hui, nos portefeuilles sont bien équilibrés entre ces valeurs de croissance et ces entreprises cycliques. Je vous montre ici un graphe qui, je pense, illustre bien nos portefeuilles types. Vous savez que nous gérons des portefeuilles qu'on appelle patrimoniaux. Et vous voyez ici typiquement comment ces portefeuilles sont positionnés. On a 54% au mois de décembre, fin décembre, en actions, donc nos portefeuilles restent très investis. Nous avons pas mal de dollars, 30% de nos portefeuilles sont en dollars. Et vous voyez qu'on a comme obligation, comme action, nos grosses pondérations, ces entreprises de croissance qui sont toujours là, mais qu'on a été complémentées avec du Total, avec du KBC dans les portefeuilles et qui sont venus équilibrer. KBC et Total font partie des 3 meilleures performances des indices mondiaux cette année. Donc c'était un bon équilibrage dans les portefeuilles. Vous avez ici la composante de nos portefeuilles obligataires. Donc on a dans ce portefeuille-là, il y a à peu près 36% en obligations, avec, comme vous le voyez, des risques qui sont faibles. La plupart de notre portefeuille obligataire sont triple B ou plus. Et je terminerai par ceci. Chez nous, quand on veut prendre du risque, on ne va pas nécessairement sur des produits structurés, on ne va pas sur du Bitcoin, on ne va pas sur des choses que nous ne comprenons pas. Quand on veut prendre du risque, nous allons prendre du risque en action. Et lorsqu'on va chercher de l'équilibre, on va trancher de trouver l'équilibre et la diversification dans les actifs les plus safe. Voici donc la fin de mon exposé et je pense que nous pouvons passer aux questions-réponses. Marc, à toi la parole. Merci Jérôme. Merci de ton exposé, c'était très clair. Alors, on a plusieurs types de questions. On a des questions plutôt sur la partie macroéconomique, je vais commencer par ça. Et puis, on a quelques questions plutôt financières sur les positions boursières, etc. Sur la partie macroéconomique, un sujet qui perturbe pas mal ces derniers temps, c'est plutôt la tension géopolitique au niveau URSS. Alors, d'une part, la tension générale entre les États-Unis et l'URSS. Et d'autre part, la tension, si jamais il y avait quelque chose de militaire qui éclatait, on se doute bien qu'il y a peu de chances que l'Europe intervienne militairement, mais donc il y aurait probablement des sanctions économiques et nous pourrions nous retrouver dindon de la farce avec des problèmes énergétiques énormes
et des prix encore poussés vers le haut à cause de cette situation. Qu'en penses-tu? D'abord, la situation ukrainienne est une situation qu'on connaît, qu'on voit venir depuis très longtemps. Je vous rappelle qu'en 2014, lorsque les Russes ont envahi la Crimée, les marchés développés n'ont pour ainsi dire pas bougé. Bon, c'est surtout la bourse russe qui a perdu en 2014, je pense, entre 15 et 20%. Euh, et donc, il est vrai qu'un événement type militaire est regardé avec beaucoup, malheureusement, de cynisme par les marchés financiers. Je ne pense pas que l'Europe et les États-Unis sont en situation de force lorsqu'il s'agit de négocier avec la Russie sur le terrain militaire, je dirais, traditionnel. Et que donc, pas grand-chose va pouvoir être fait si les choses se détériorent. Les négociations ont en cours, même s'il y a une invasion russe et que donc nous n'avons pas d'intervention militaire et même s'il y a des sanctions, je pense que préserver la sécurité énergétique de nos pays fait partie du package des choses à négocier, certainement dans les coulisses de la négociation. Nous ferons tout pour tenter d'éviter une crise énergétique. Malheureusement, M. Poutine le sait aussi. Et donc, probablement que certaines concessions devront être faites pour éviter la crise énergétique. Je vois et j'observe que le marché du gaz en Europe a plutôt tendance, malgré, je dirais, les dernières tensions, à se calmer. Vous savez que sur la bourse d'Amsterdam, où le gaz est négocié sur le marché à terme, hein, le TTF, comme on l'appelle, le prix du gaz est passé de oui, quelque chose comme 160 euros la mégawatt-heure à 70, 75, et que donc, pour l'instant, cela est appréhendé avec un certain. On n'anticipe pas qu'il va y avoir une forte négociation et que ça pourrait avoir des répercussions sur les prix de l'énergie. Peut-être un peu plus de tension sur le marché du pétrole dernièrement, mais qui a plutôt à voir avec la situation au Moyen-Orient, moins sur le gaz. D'accord. Toujours sur l'aspect général et risque politique, on nous pose la question, au vu des prévisions qui ont été faites et qui restent malgré tout structurellement optimistes, on va dire, euh, est-ce qu'elles envisagent correctement le risque politique, type populisme, heurts sociaux, etc., ce qui pourrait, in fine, déstabiliser et amener une crise financière majeure? Qu'en penses-tu? Toujours très difficile de prévoir une crise sociale. Euh, je pense qu'elles seront toujours gérées de façon pragmatique. Mon point de vue personnel est que l'expérience fondatrice de la politique mise en place par M. Macron, ça a été les Gilets jaunes. Et que cette crise a été provoquée par un ministère qui a mis en place quelque chose qui était irréalisable pour la plupart des citoyens français. Il ne l'avait pas réalisé et qu'aujourd'hui, avant de mettre en place je dirais des mesures qui puissent mettre à mal la situation sociale du pays, eh bien, beaucoup de choses sont mises en place pour éviter les tensions sociales. Et donc, si jamais, disons que les prix de l'énergie restent élevés, la manière dont les Français résolvent ça, c'est en ne permettant pas à EDF d'avoir des prix trop élevés pour l'électricité, en donnant des subsides et des chèques et toutes sortes d'allègements fiscaux pour que cette pilule passe le plus facilement possible. Je pense qu'en Belgique, il n'en sera pas très différent et en Europe, en général, il n'en sera pas très différent. Et que donc, effectivement, par endroit, les gouvernements feront tout pour faire passer les tensions qu'il pourrait y avoir effectivement pour éviter les tensions sociales. De nouveau, c'est une gestion très différente de nos économies par rapport à ce elles ont été. Ça a des avantages, ça a aussi certains désavantages avec de l'intervention sur les États. Et pour nous, investisseurs, bien sûr, nous devons être très attentifs, mais pour nous, l'investisseur, une des choses les plus importantes, c'est de tenter de comprendre où l'intervention de nos États va venir mettre à mal nos investissements. Et donc, de tenter d'investir dans des entreprises qui ne risquent pas de faire les frais
de telles politiques. On a vu que sur, par exemple, beaucoup de fournisseurs d'électricité, aucune d'entre elles, quasi sans exception, ne profite de l'augmentation du prix de l'électricité, même si dans les faits, elle pourrait, puisqu'en fait le prix de l'électricité augmente et qu'il y a beaucoup de contrats qui ne sont pas des contrats à terme, mais des contrats spot qui pourraient bénéficier de l'augmentation du prix de l'électricité. Eh bien, vous observez la valeur en bourse de ces entreprises, elles ont toutes baissé. Pourquoi? Parce que les gouvernements, quelque part, empêchent ces entreprises de faire des profits. Donc il faut être très attentif à ce type de situation lorsque nous sommes des investisseurs. Voilà. OK. Je passe sur la partie plutôt marché financier et les questions qui sont liées. Je regroupe deux questions pour lesquelles je pense que tu peux donner une réponse unique. Donc la personne nous félicite pour l'optimisme, mais constate évidemment, comme nous tous, que les bourses s'écroulent et pose la question quand cette descente va-t-elle s'arrêter? Et je la couple avec une autre question qui est, donc, vu cet optimisme, voyons-nous l'actuelle correction sur le Nasdaq comme une opportunité d'achat? Nous ne sommes pas... notre force n'est pas nécessairement à prévoir les mouvements à court terme. Nous avons pris des mesures pour faire face à la baisse des bourses aujourd'hui. J'ai tenté de vous donner 3 éléments de mesures qui ont été prises l'année dernière, augmentation du dollar, augmentation des valeurs cycliques européennes, et puis une prise de profit au mois d'octobre. Il y a toujours moyen de faire plus, hein. Comme disait ma grand-mère, la bourse est le temple du regret. Par contre, ce que vous remarquerez, c'est que nos portefeuilles baissent moins. En général, nos portefeuilles diversifiés baissent beaucoup moins que ce que vous pouvez observer sur le Nasdaq. Le Nasdaq n'est pas l'indice que nous tentons de battre du tout. Il est là pour tenter de bénéficier des opportunités. Il n'est certainement pas utilisé comme baromètre de nos performances. C'est normal que les baisses du Nasdaq les baisses sont le plus fortes sur le Nasdaq parce que c'est l'indice boursier le plus sensible à l'augmentation des taux d'intérêt. Et comme je vous le disais, on a gardé des valeurs de croissance qui pâtissent certainement de cette baisse du Nasdaq, mais on a d'autres choses dans nos portefeuilles. Peut-être que je regardais hier la performance des bourses depuis je pense que c'était fin janvier 2000, entre fin janvier 2020 et fin janvier 2022, comme ils sont aujourd'hui, donc sur 2 ans. La bourse européenne a fait plus 10. Nos portefeuilles médiums ont fait à peu près plus 10 aussi. Donc, on a été capable de matcher la performance des bourses sur ces 2 années, alors que le drawdown, donc la baisse la plus forte de nos portefeuilles, a été un tiers du drawdown, de la baisse qu'on a pu observer sur les bourses. Ça indique quoi? Ça indique que la gestion diversifiée, elle vous donne un rendement qui sera pas toujours. Il se fait que là, il est identique au rendement de la bourse. Bon, voilà, sur une plus longue période, c'est certainement pas le cas. On aura un rendement inférieur à la bourse, mais avec une volatilité beaucoup moindre. Pourquoi? Parce qu'on sait que de temps en temps, des personnes comme vous doivent pouvoir utiliser les investissements qu'ils ont fait chez nous pour retirer de l'argent, etc. Et on veut limiter la volatilité. Donc ça explique pourquoi nous aimons avoir une énorme diversification dans les portefeuilles. C'est pour limiter l'impact de ces baisses de bourse, mais des baisses de bourse, il y en aura toujours. Ok, ben justement, pour compléter peut-être sur un aspect plus didactique la thématique que tu viens de développer, une personne nous demande si tu veux bien repréciser ce que tu entends par entreprise cyclique. Les entreprises cycliques, ce sont les entreprises qui bénéficient le plus de l'accélération du cycle économique. Et on sait que lorsque le cycle économique, lorsque la croissance est forte, il y a des pressions inflationnistes. Et quand il y a des pressions inflationnistes, les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. Donc, en fait, ce sont 3 événements qui, en général, arrivent en même temps. Très forte reprise économique, pression inflationniste, intervention des banques centrales. Les banques centrales sont moins interventionnistes qu'avant, ont moins tendance à tout de suite augmenter les taux d'intérêt qu'avant. On peut refaire des présentations là-dessus, mais je pense avoir plusieurs fois dit ça. Ceci dit, elles continuent à le faire. Et on sait que les taux d'intérêt sont en train d'augmenter, notamment aux États-Unis. Et donc, ces entreprises cycliques, ce sont donc des entreprises qui bénéficient de ces choses-là. Donc, on va les trouver où? Ce sont
souvent dans les matériaux ou dans l'énergie. C'est parce qu'en fait, quand il y a des pressions inflationnistes, les matières premières sont les premières à augmenter et donc toutes ces entreprises augmentent. Et donc, j'avais donné l'exemple de Total, qui est, oui, une pétrolière, mais qui se trouve dans les portefeuilles. Ce sont aussi les valeurs bancaires. Il y en a aussi dans les portefeuilles. Pourquoi? Parce que lorsque les taux d'intérêt à très court terme augmentent, la profitabilité des banques de détail augmente aussi. Et donc, un des exemples chez nous, je crois, c'est KBC, que vous voyez ici, qui représente une partie du portefeuille. Ce sont aussi certaines valeurs industrielles. Et donc, voilà ce que c'est que les entreprises cycliques. On les a appelées en interne les cycliques oubliés. Ce sont en fait toute une série d'entreprises qui avaient été un peu oubliées par le marché dans les dernières tendances qu'on avait observées de digitalisation, de croissance, etc., qui sont restées sur le côté, que beaucoup de gens ont vendu, que beaucoup de gens n'ont plus, et que nous avons, comme je vous l'ai dit, que nous n'avons pas oublié, et que nous avons gardé en portefeuille et même eu tendance à renforcer, en particulier au mois de juin, où nous avons augmenté le poids de l'Europe, parce que, oui, l'Europe est un indice boursier qui est beaucoup plus peuplé de ces entreprises-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a 40% de l'indice boursier américain est peuplé d'entreprises dans le domaine de la technologie et de la communication, eh bien, en Europe, c'est le contraire. C'est 40% est peuplé d'entreprises cycliques dans les secteurs que je viens d'exprimer. Parfait, je vois que le temps avance et donc je propose de prendre une dernière question et puis de clôturer. Dernière question sur quelle est l'influence de l'intelligence artificielle dans la gestion de nos fonds? Oui, nous ne gérons pas en utilisant des outils d'intelligence artificielle. C'est une technologie que nous n'utilisons pas. Peut-être que ça changera. Mais pour l'instant, nous n'avons. Est-ce que nous avons dans nos investissements, donc ça c'est si cette question-là avait attrait à notre politique d'investissement, non, c'est pas utilisé. Nous gérons de façon, je veux dire, traditionnelle avec des comités d'investissement, avec plusieurs personnes autour de la table, avec des avis radicalement différents, des débats qui donnent lieu à une décision et cette décision est implémentée dans les portefeuilles. Donc c'est une culture du débat et pas une culture j'allais dire, automatique via de l'intelligence artificielle. Ceci dit, il y a certainement des choses à prendre et des choses dans l'intelligence artificielle, mais pour l'instant, ce n'est pas fait chez nous. Et puis, est-ce qu'on a des entreprises qui bénéficient si vous voulez, de l'augmentation de nos besoins le mot anglais est processing, de processer de l'information. Est-ce que nous avons des investissements qui bénéficient de ça? Oui, nous en avons, parce que ça, c'est une tendance lourde. C'est que, oui, l'intelligence artificielle est en train de prendre de plus en plus de place. Ça demande des microprocesseurs. Des microprocesseurs, eh bien, ça doit être produit quelque part. Et puis aussi, l'intelligence doit être mise en place. Et nous avons ici là, un des plus gros producteurs de semi-conducteurs, qui est TSMC, qui est une des top positions du fonds Global Strategy Medium. Et pour l'anecdote, j'entendais dans les résultats que nous donnait ASML hier, qui donc produit des machines. ASML est le fournisseur de TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing. ASML est le fournisseur j'allais dire quasi unique. Ils ont un monopole sur la technologie de fabrication de ces semi-conducteurs, que eux s'attendent à ce que le marché des puces double dans les 10 prochaines années. Voilà une grosse tendance de fond que nous ne pouvons pas ignorer. C'est clair. Ben, merci beaucoup, Jérôme. C'était très clair. Je propose de clôturer ici. Et donc, nous nous retrouvons en fonction des mesures, mais probablement on sera encore en webinaire, mais de toute façon, nous vous informerons. On se retrouve le 18 février en compagnie de Emmanuel Lefebvre. Voilà, il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et un très très bon week-end. À bientôt. Au revoir. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Merci tout le monde. N'hésitez pas à nous revenir avec des questions qui nous permettent de clarifier. Merci Marc et Muriel pour l'organisation. Bonne journée.